Yes. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Karen, c'est la troisième euh, étape, on va dire. Je sais pas, troisième, Troisième, c'est pas la quatrième? c'est la quatrième? Ah, Ah, moi j'aurais dit bah, troisième, mais visioconférence? Ah, peut-être. oui, je crois qu'on en a fait trois. Ah, je sais plus. Attends, je suis un tout Non, on n'avait pas fait octobre? Non, Euh, peut-être. je dirais troisième, mais en tout cas, c'est la troisième édition pour moi, mais peut-être que c'est la première pour 2024. On est d'accord, Bon, bah là, c'est bon. hein. On est, on est bon, on est d'accord. Ok. En Euh, tout cas, c'est la suite de notre thématique sur mieux communiquer en famille. hum, Et là, on est sur trouver l'équilibre au sein de la famille. Donc, il y avait certaines personnes qui nous avaient fait suivre des questionnements à travers les questionnaires quand vous vous êtes inscrits. Donc, Michel en a pris compte. Et si vous regardez la soirée en replay, vous pourrez trouver peut-être des réponses à vos questions si vous n'êtes pas là ce soir. oui. Par contre, en replay, vous ne pourrez pas dire j'ai une question maintenant. Ça marchera pas. Ah, ce sera trop tard. Non. Donc, je te laisse la parole, Michel, pour ta présentation, en Ok. attendant soit de poursuivre quelques-unes en visio, puis d'en faire quand même en vrai, parce que ce sera intéressant aussi de trouver des créneaux pour se voir en vrai, mais on gardera sûrement le format de visio, puisqu'il y a quand même, vous êtes nombreux à regarder les visios après, en fonction de vos emplois du temps et de vos disponibilités. Donc, je pense que c'est aussi une formule qui est importante pour pouvoir être informé et prendre euh, du recul par rapport à sa vie de tous les jours. Oui, c'est ça. Et c'est aussi un bon moyen de se questionner, de mettre un peu de tendresse dans notre vie et de se demander est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce qu'il y a une bonne direction? Est-ce que Est-ce que j'ai envie d'aller quelque part et je m'y autorise ou je m'y autorise pas? En tout cas, l'équilibre en famille, c'est un immense sujet Mm. et, et forcément, euh, c'est pas une heure de visio qui va faire le tour du sujet. Du coup, je suis parti sur quelques questions qui ont été posées sur cette base-là pour essayer d'aller dans certaines directions. Ce que j'aimerais dire, c'est que euh, je vais essayer de pas être trop conceptuel et en même temps, il y a forcément quelques outils que j'ai envie de vous faire ressentir que je vous propose, c'est bien sûr d'aller de venir nous chercher et ensuite et de venir nous questionner sur dans mon cas précisément où j'en suis, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux avancer parce que votre système familial est unique. Déjà, vous, nous, je suis unique. Votre couple, si vous êtes en couple, est lui-même unique. Euh, Votre système familial l'est également. Et donc, ça fait beaucoup d'unicité, beaucoup de choses uniques qui doivent arriver à cohabiter ensemble. L'équilibre familial, c'est un petit peu comme un plateau avec une boule au centre et plateau d'équilibriste. On voit ça quelquefois dans le cirque. Et on est tous sur ce plateau et on doit essayer de faire en sorte que le plateau il se casse pas trop la figure et qu'il reste et qu'il trouve je dirais le moyen de d'aller que chacun puisse bouger sur ce plateau et en même temps de pas faire tout chavirer. Donc déjà, j'ai envie de dire sur ce plateau, sur quoi ce plateau est-il posé? Quelles sont les bases et les fondements de ce plateau? Euh, et il y a l'histoire de chacun.
l'histoire du mari, l'histoire de la femme et l'histoire des parents du mari, des parents de la femme et l'histoire des grands-parents. Et puis on pourrait aller très loin avec ça. Il y a les croyances que nous avons, il y a forcément l'intention que je mets plus ou moins consciemment dans ce plateau. Qu'est-ce que je projette sur ce plateau? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre sur ce plateau? Euh, et puis toutes les surprises qui interviennent à chaque fois qu'un nouvel élément vient se rajouter à ce plateau et qui met tout l'équilibre du plateau en vrac. Quand je suis seul, eh bien, je peux être au centre de ce plateau. Et puis, lorsque je me retrouve en relation, il y a une deuxième personne qui arrive sur ce plateau avec son propre plateau sous le bras. Et il va falloir trouver aussi un espace à chacun pour que chacun ait son plateau et qu'on puisse en même temps venir jouer un petit peu sur le plateau de l'autre aussi. Waouh! Et puis après, il y a peut-être des enfants, un, deux, c'est pas la même chose. Et à chaque fois, le plateau a besoin de retrouver euh, un équilibre différent et toutes les parties. Euh, et souvent, à l'arrivée d'un enfant, en effet, on me dit dans le chat déséquilibre un peu le plateau. On est bien d'accord. Souvent, l'arrivée d'un enfant vient vient remettre en question énormément de choses, certaines choses qu'on a peut-être un peu anticipées, et beaucoup qui nous pètent à la figure sans prévenir. Donc, la question comment trouver l'équilibre en famille, elle n'aura pas de réponse toute faite aujourd'hui. Voilà, au revoir, bonne soirée. À bientôt. Bon, je vais essayer de faire un petit peu mieux. Euh, la première question était comment arrêter les cercles vicieux. On est d'accord, Karen, c'est ce que donc comment arrêter les cercles vicieux? Et c'est une grande question. Euh, Dans le système familial, il peut y avoir un moment, en effet, où on rentre dans un fonctionnement qui est douloureux, qui abîme les relations, qui abîme le système, qui abîme la famille, qui nous abîme éventuellement et souvent nous aussi individuellement. Et, euh, et beaucoup de facteurs viennent entrer en jeu pour nous empêcher de faire autrement et notre fierté quelquefois notre figement face à l'ampleur de ce qui est en train de se passer dans nos relations. Quelquefois la peur, quelquefois la colère qui peut nous donner envie de faire péter. Quelquefois ce sentiment d'impuissance et d'être incompris et qui peut nous donner envie d'abandonner, qui peut nous donner envie de mettre un grand coup de pied dans le système. Euh, Dans la question comment arrêter un cercle vicieux, et donc je continuerai la question en me disant et potentiellement le rendre vertueux, ce cercle. Déjà, c'est arriver à arrêter une inertie, un cercle vicieux, c'est un peu comme une spirale qui nous tire vers le fond, un peu comme une chasse d'eau. Et quand la chasse d'eau est tirée, ben, c'est un peu trop tard, quelquefois. Donc, on va dire qu'une spirale vicieuse qui nous tire vers le fond, vers le bas, elle va demander une grande énergie, et beaucoup de courage et d'amour pour l'arrêter, pour arrêter ce mouvement et éventuellement lui donner un nouveau mouvement beaucoup plus positif et vertueux dans le système. Donc déjà arrêter quelque chose, ça veut dire faire une pause. Je crois que la première action, c'est c'est de faire une pause. Parce que faire une pause, ça permet de redescendre, de prendre, on peut l'appeler, le dire de différentes façons. On peut dire ça permet de redescendre, on peut dire ça permet de prendre un peu du recul, on peut dire ça permet
souffler, de relativiser peut-être, de mettre de la nuance dans quelque chose qui est en train de nous faire bondir ou de nous défracter à l'intérieur. Ça va permettre aussi éventuellement de retrouver une énergie positive. Une énergie positive dont on a besoin pour changer l'inertie de cette spirale et lui redonner une direction qui soit nourrissante pour pour le système familial. Donc, faire une pause, ça va peut-être nous permettre de dire à ce moment-là, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide pour faire du tri dans tout ce qui est en train de se remuer à l'intérieur, faire des choix aussi, peut-être des changements à opérer, des décisions à prendre, peut-être des questions à se poser que l'on sait juste pas encore poser. Peut-être changer le mode de communication et ou le mode de négociation dans le système familial, peut-être mettre en place quelque chose de nouveau, probablement. Si quelque chose nous amène dans une spirale descendante, on va dire que c'est qu'il y a probablement quelque chose à changer. Et c'est OK de changer quelque chose qui ne fonctionne pas, ou qui fonctionne mal, ou qui fonctionnait bien avant, et qui peut-être ne fonctionne plus maintenant. Parce que vous avez changé, parce que peut-être votre conjoint a changé, peut-être parce que vos enfants grandissent et que eux aussi font changer le système familial et mettre plus de poids dans le plateau dont on parlait. Peut-être autre chose. Euh, Prendre de la distance, dans le chat, quelqu'un me dit prendre de la distance pour ne plus être dans la réaction. En effet, prendre de la distance, ça va permettre de sortir de la réaction, même de sortir de ce cercle vicieux qui est même le mode réactionnel, qui génère de l'urgence, qui va générer une espèce de sentiment de je dois me mettre en sécurité parce que je suis en danger. Et si danger réel il y a, ben ok, dans ce cas, il faut en effet réagir immédiatement. Si le danger est plus subtil et, et plus émotionnel, relationnel que physique ou une forme de violence avérée immédiate, à ce moment-là, peut-être que la pause, en effet, va permettre de prendre ce recul et de passer à l'action plutôt que d'être en réaction. Euh, Ça va permettre cette pause aussi d'identifier qu'on a peut-être un temps à prendre, qu'on a peut-être du temps et de l'énergie à mettre dans la relation ou dans les relations. Peut-être va y avoir quelque chose à exprimer. Peut-être exprimer, on l'a déjà évoqué dans les précédentes interventions, mais exprimer comment je me sens, quels sont mes besoins, quelles sont potentiellement mes demandes. Et quand je dis mes demandes, je pense à des demandes précises, à des demandes claires qui sont des demandes ciblées. Je donne un exemple. Si votre demande c'est je veux que tu prennes soin de moi, euh, c'est trop flou. C'est trop flou pour l'autre en face. Si vous me dites moi je veux que vous preniez soin de moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que pour vous, c'est quoi prendre soin de vous? C'est quoi pour vous qui va faire que vous allez avoir ce sentiment que je prends soin de vous? Si je vais vous chercher un verre d'eau et que vous avez besoin d'une couverture, eh ben, vous allez peut-être me jeter le verre d'eau à la figure en me disant, mais tu prends pas soin de moi. J'ai besoin d'une couverture. Ah, ok, tu as besoin d'une couverture. Alors, je te porte une couverture. Une demande précise, c'est ça. C'est être capable d'identifier et de pouvoir dire, en fait, là, j'ai besoin de ça parce que c'est quelque part vital dans la qualité que je souhaite mettre dans ce plateau qui représente notre famille. Du coup, c'est si je peux exprimer mes ressentis, exprimer
comment je me sens, exprimer de quoi j'ai besoin et exprimer une demande précise qui détermine que là, j'ai besoin d'espace, ou là, j'ai besoin d'un câlin, ou là, j'ai besoin qu'on se parle vraiment et qu'on s'écoute. Euh, une fois que j'ai exprimé ça, bien entendu, dans ma relation à l'autre, euh, je vais écouter la réponse, je vais écouter le regard de l'autre et je vais prendre en compte ce que l'autre m'exprime avec ce que je qualifie de cette qualité-là d'écoute active et d'écoute totale. On va peut-être l'évoquer un petit peu tout à l'heure parce que l'écoute active, c'est loin d'être juste entendre, c'est que les mots qui sortent de la bouche de l'autre, mais c'est bien plus subtil et ça demande une vraie énergie de, de- d'intérêt, de concentration et de volonté d'être avec l'autre dans ce moment. Bien souvent, on ne sait pas écouter. Et donc, on s'exprime, je me sens comme ça, j'ai besoin de ça, de toute façon, tu me comprends pas, ou alors de toute façon, tu m'entends pas, ou de toute façon, il n'y a rien qui change, c'est toujours pareil, etc., etc. Euh, et, euh, et à quel moment l'autre va pouvoir prendre son espace de parole et lui aussi poser ce qui est de son ressenti, de ses besoins qu'il peut percevoir comme étant maltraité dans ce moment-là. Euh, je lis parfois quand on est trop excédé, stressé, on ne sait pas dire, on critique, on râle. Ben oui. Euh, on, et quand on est dans cet état-là de stress majeur, c'est peut-être pas le meilleur moment pour communiquer. Peut-être que la pause, là, est importante et que ça va être utile de dire je reviens dans quelques minutes ou on en reparle tout à l'heure. J'ai besoin d'aller un peu dans ma caverne et surtout que personne vienne me prendre la tête dans ma caverne. Fichez-moi la paix quelques minutes, que je puisse respirer tout seul. Ma caverne, c'est chez moi, c'est mon espace à moi, que je sois un homme, une femme, un enfant. On a tous besoin de ce moment-là, un jour ou l'autre. Euh, J'ai évoqué ça cet après-midi en consultation en cabinet, justement, d'un mécanisme. Et c'était une femme qui avait besoin d'aller dans sa caverne et son compagnon allait lui courir derrière et aller la chercher dans sa caverne jusqu'à ce qu'elle lui dise qu'il va pas commencer, il faut qu'on trouve une solution tout de suite, alors qu'elle, elle avait besoin, surtout là, de respirer un bon coup pour pas tout détruire, en fait. C'est difficile de trouver un espace à soi. Et oui, ça parle d'intimité. Et, euh, et en effet, ça fait partie de l'équilibre du plateau. Et ben, du coup, on va pouvoir en parler aussi dans quelques minutes parce que on va parler des besoins relationnels et l'intimité en fait partie. Euh, Écouter activement les retours quand je me suis exprimé, les prendre en compte, se positionner clairement sur ce qui est négociable pour moi et sur ce qui n'est pas négociable pour moi. Si ce qui n'est pas négociable pour moi est négocié quand même, là, mon intimité est maltraitée. Donc, est-ce que ce qui n'est pas négociable pour vous est bien clair? Et ça peut évoluer. Ce qui n'est pas négociable pour vous aujourd'hui peut être différent dans un mois, dans 6 mois, dans 10 ans. Mais qu'est-ce qui est réellement pas négociable pour vous? C'est-à-dire, quel est l'essentiel de que vous ne laisserez pas à qui que ce soit? Le deuxième sujet, c'était être serein en famille. C'était la sérénité dans la famille. C'était pas vraiment une question, du coup, hein. C'était un thème, en quelque sorte. Donc, on est sur l'équilibre, hein, la sérénité. Si la famille, si le plateau dans le système familial est équilibré, quelque part, tout le monde sera serein. Si
si sur le plateau, tout le monde se met à courir en même temps, il y a des grandes chances que le plateau explose. Donc, j'ai essayé de décortiquer en quelques points, on va dire, qu'est-ce qui peut permettre. Je fais des gros raccourcis là, d'accord? Je fais une grosse parenthèse de raccourcis. Ce sont des grands sujets qui mériteraient qu'on puisse les traiter un par un. Donc là, on fait des gros raccourcis. Si vous avez envie d'aller un peu plus loin, venez nous rencontrer. Et on va l'évoquer ensemble dans ce qui concerne votre cas particulier, bien sûr. Mais là, on fait vraiment des raccourcis. J'ai essayé de décortiquer qu'est-ce qui permet de se sentir serein en famille. Et en fait, ce que j'y ai que ça a évoqué dans un premier temps, en tout cas, c'est une direction. J'en ai vu plusieurs des directions. J'ai choisi la direction de dire que d'abord, c'est oser se raconter. Qu'est-ce qui va permettre de se sentir serein dans la famille? C'est de se dire, est-ce que je m'autorise à parler de moi? Est-ce que je m'autorise à parler de mes besoins, à parler de comment je me sens, à dire, à raconter ce qui s'est passé pour moi aujourd'hui, ce qui a été difficile, ce qui a été cool, mes victoires, mes réussites, mes échecs, les petites choses qui peuvent être insignifiantes pour quelqu'un d'autre, mais qui peuvent être fondamentales pour moi, que je sois un enfant, un homme, une femme, une adolescente, etc. Oser se raconter, c'est pas donné dans tous les systèmes familiaux. Il y a beaucoup de systèmes familiaux où en fait on se parle pas, on se raconte pas. Il n'y a pas de temps de rituel, de temps où il y a un espace où chacun euh, peut se raconter. Quand je dis ça, ça m'évoque un de mes meilleurs souvenirs d'enfance, en fait. Si vous me demandiez quel est mon meilleur souvenir d'enfance, spontanément, en claquant des doigts, je vous dirais, c'est le soir quand on rentrait à la maison et qu'on se retrouvait tous les six à la maison, parce qu'il y avait mon papa, ma maman, ma grand-mère qui vivaient avec nous, maternelle, et mon frère et ma sœur et moi. Moi, j'étais le petit dernier. Et quand on rentrait et que ça sentait le repas qui était préparé, ça sentait la table était mise, il y avait un moment pour moi, le repas du soir, c'était un rituel extrêmement doux. On se retrouvait tous ensemble et on rigolait et on parlait et on s'énervait. Et en fait, c'était vivant. Et quand je dis on s'énervait, c'est-à-dire que on pouvait raconter aussi des choses qui avaient été compliquées, mais c'était tellement doux, en fait. Et on osait se raconter. Et même si j'étais le petit dernier, euh, j'ai, j'adorais entendre les autres raconter. Parfois, on se croise et les temps de partage sont rares. Eh bien, en effet, c'est ce que je dis. Et en effet, je crois que créer un espace de rituel où toute la famille est un peu ensemble chaque jour, ou si c'est pas possible chaque jour, en tout cas le plus souvent possible, pour se raconter, ça me semble vraiment pas mal. Dans le chat, quelqu'un me dit, je vois qu'avec ma fille qui a grandi, elle est plus souvent dans sa chambre après le repas que sur des écrans. Petite, on restait plus ensemble à regarder la télé, c'est devenu rare. Elle a 19 ans, c'est peut-être normal. Je sais pas si c'est normal. Euh, je dirais, à l'adolescence, l'intimité d'une adolescente de 19 ans n'est pas la même que l'intimité d'une enfant de 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 4 ans, etc. Euh, Après, c'est comment vous allez mettre en place quelque chose, un rituel entre vous qui nourrisse votre relation et qui vous donne à toutes les deux, vous et votre fille, qui vous donne ce sentiment que vous, vous avez là encore de l'intimité à partager ensemble, quelque chose de vrai que vous pouvez mettre en commun dans votre relation et qui vous unit. Euh, Être serein en famille, quand je dis, c'est déjà oser se raconter et avoir un espace pour cela. Oser se raconter,
le premier des 7 grands besoins relationnels. Du coup, je vais venir à ce que était légèrement évoqué tout à l'heure, c'est quels sont les besoins relationnels, qu'est-ce qui va permettre que ce plateau soit équilibré. C'est un peu un concept, mais Jacques Salomé et sa femme Valéria ont consacré une grande partie de leur vie pour former, transmettre et nourrir ces valeurs incroyables. Et je leur suis plein de gratitude de m'avoir permis de les côtoyer et de ressentir aussi la puissance de cette, de ces besoins relationnels. Du coup, le premier, c'est c'est la capacité de se dire, de se raconter. Si je peux me raconter, si je peux me raconter en parlant de moi et en utilisant des mots qui sont les miens, déjà, je nourris mon premier besoin relationnel. C'est se dire. Moi, je pourrais dire aussi se raconter, c'est-à-dire raconter quelque chose. La narration, c'est quand même la base de la communication chez un enfant. Et d'ailleurs, les histoires, c'est il était une fois et on raconte des histoires. Donc, pouvoir se raconter avec des mots qui sont les miens. Si si je me raconte en disant de toute façon, je suis nul, ça, ce ne sont certainement pas mes mots. C'est peut-être la perception que j'ai à force de l'avoir entendu, à force de le ressentir d'extérieur, peut-être, ou d'ailleurs, je ne sais pas, mais cet exemple-là, j'espère que ça vous parle. Les mots qui sont les miens, c'est pas je suis nul. C'est peut-être j'ai mal au ventre, j'ai peur de pas y arriver, et puis on m'a dit que j'étais nul et peut-être que c'est vrai. Ça, c'est pas la même chose. Ou j'ai peur que ce soit vrai. Le deuxième besoin relationnel, euh, c'est le besoin d'être entendu. Parce que c'est bien beau de se raconter, mais encore faut-il avoir quelqu'un en face qui soit là en capacité de vous entendre. Et donc là, on parle d'entendre, c'est-à-dire qui porte son attention sur la personne qui s'exprime et qui va euh, faire une pause lui-même, éventuellement, ou tout au moins capter l'attention, capter ce moment-là et mettre de l'attention à ce moment. Donc, entendre. Être entendu, c'est le deuxième besoin relationnel. Si je parle dans le vide et que je parle tout seul, ça va pas être OK. Mais être entendu, ça ne suffit pas non plus. Le troisième besoin relationnel, c'est d'être reconnu. La reconnaissance, euh, c'est quand je te reconnais, ça veut dire en gros, je t'aime comme tu es. Ça veut dire en gros, j'entends ce que tu me dis. Tu peux t'exprimer. J'entends ce que tu me dis. Et tu as le droit de ressentir ce que tu ressens et d'exprimer ce que tu exprimes. Quand je parle de se raconter et de s'exprimer, je parle de moi, bien sûr, hein. Je me raconte. Je suis pas en train de jeter des flèches empoisonnées sur quelqu'un d'autre. Je me le raconte. Et donc, j'ai le droit de me raconter et je suis entendu et j'ai de la reconnaissance parce que quelqu'un accepte de m'accueillir comme ça. Je vois dans le chat, penses-tu qu'il y ait une différence entre les femmes et les hommes dans la capacité d'écouter? Ouh. Je vais pas m'engager sur sur cette réponse-là. Euh, j'ai envie de dire il y a une construction sociale de l'enfance, de l'enfant qui est pas la même quand on est un garçon et quand on est une fille, euh, mais qui peut s'en rapprocher fortement à un moment ou à un autre. Ça dépend vraiment de comment j'ai été accueilli petit, comment j'ai été construit, qu'est-ce qui m'a été transmis, quelles sont les valeurs qui m'ont été transmises. Je crois que c'est possible euh, d'avoir une capacité d'écoute équivalente pour un homme et une femme. Juste, je crois que dans notre société,
C'est pas comme ça qu'on le construit nécessairement. Euh, je reviens aux besoins relationnels. Après donc le fait le premier de se raconter, le fait d'être entendu, le fait d'avoir de la reconnaissance. Euh, il y a d'autres besoins fondamentaux qui vont être d'être de sentir que j'ai une influence sur l'autre. Je suis en capacité d'avoir une vraie influence sur l'autre et j'accepte aussi d'être influencé par l'autre. C'est-à-dire que quand je m'exprime et que l'autre m'entend, m'écoute, me reconnaît, il prend en compte ce que je suis. Et donc, il va changer quelque part son comportement. Et en changeant son comportement, il va me permettre de me sentir à ma place, en fait. Tout à l'heure, on parlait de place, mais un des besoins relationnels, justement, c'est de laisser la place. C'est de permettre à cette personne d'exister et, euh, et d'avoir une vraie place. La place de s'exprimer, la place de se sentir important et la place de se sentir valorisé. Et la valorisation, c'est aussi un des 7 grands besoins relationnels. Quand je me sens valorisé, je sens que j'ai une vraie place dans ma vie et je peux laisser du coup la place à l'autre et faire des compromis. Euh, Quand je sens que j'ai une place, que j'existe et que j'ai de l'importance sur le plateau familial, à ce moment-là, je vais accepter que les autres membres du système familial m'influencent à certains moments. Et je vais accepter de me soumettre un peu à certains moments. Parce que je sais qu'à d'autres moments, je vais avoir une influence sur le système familial. Et que c'est le système familial qui va aussi, quelquefois, un peu se soumettre à mes besoins, à ce qui est important pour nous. Et là, on est dans quelque chose d'un équilibre. Jacques Salomé appelle ça l'alternance de position d'influence. C'est que quelquefois, il y a une influence qui vient comme ceci, et cette personne qui est ici va pouvoir accepter l'influence qui vient de là, parce qu'elle sait qu'à un autre moment, ce plateau-là va être dans l'autre sens. Et on parle d'équilibre là aussi. L'alternance de position d'influence. Si c'est toujours la même personne qui a une influence sur l'autre dans le système familial, c'est de la toute-puissance. Ça n'est plus de l'autorité ou de la communication. Et si c'est de la toute-puissance, c'est violent. Euh, Lorsque les premiers besoins relationnels que j'ai cités, se raconter, être entendu, être reconnu, sentir que j'ai une valeur et donc une place, avoir de l'influence et accepter l'alternance de positions d'influence dans mes relations, à ce moment-là, je me sens respecté dans mon intimité. Et comme je me sens respecté dans mon intimité, je vais pouvoir poser ce qui est de l'ordre de ce qui n'est pas négociable pour moi, de ce qui m'est intime, de ce qui est violent, de ce qui pourrait être intrusif et qui est douloureux pour moi. Et ça va être différent pour chacun d'entre nous. Bon, il y a certes des points communs qui nous rassemblent autour de l'intimité, mais quand même, chacun va avoir sa notion d'intimité qui lui est propre. Et si je me sens respecté dans mon intimité d'enfant, d'homme, de femme, d'adolescent, etc., je vais me détendre, je vais être plus serein. Et, et je vais, parce que je suis serein, retrouver nourrir cette âme d'enfant en moi et je vais pouvoir nourrir le 7e besoin relationnel qui est le besoin de rêver. Besoin de rêver et de réaliser mes rêves, en fait, de croire que c'est possible, que ce dont je rêve, ce que je crois, je peux y accéder. Si j'ai confiance en moi, si j'ai confiance dans le système familial qui est suffisamment, qui me soutient et qui équilibre le plateau avec moi, je vais pouvoir rêver et atteindre des objectifs que j'imaginais même pas atteindre, que je croyais pas pouvoir atteindre. L'énergie collective, en fait.
Et je parle comme un livre. Je vous ai dit tout à l'heure, je fais des gros raccourcis. Donc, forcément, il y a des écueils. Il pourrait y avoir 1000 questions euh, autour de ce que je viens d'évoquer, parce que déjà, il est possible que vous vous disiez, mais je me sens pas nourri, ou je me suis pas senti nourri quand j'étais enfant dans mes besoins relationnels, dans les besoins qu'on vient d'énoncer. Et donc, forcément, ça pose un problème aujourd'hui. Mais là, c'est individuel et chaque cas particulier pourrait mériter d'être évoqué, bien sûr, ailleurs. Euh, donc, cette sérénité, on va pouvoir la trouver dans cet équilibre-là de la nourriture des besoins relationnels, de rituels qu'on peut éventuellement créer dans la famille pour, euh, euh, pour permettre à chacun d'avoir sa place et à, à trouver de l'épanouissement et de l'énergie, du coup, pour amener cette spirale à être de plus en plus vertueuse. Euh, une autre notion de sérénité dans la famille, pour moi, c'est de savoir écouter. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais savoir écouter, c'est c'est une démarche vraiment, je sais pas quel mot utiliser, mais je dirais, c'est une démarche très importante, fondamentale. Savoir écouter, ça demande une attention et une énergie importante. Euh, Savoir écouter déjà, pour moi, ça implique de pas chercher à avoir raison, de pas chercher à répondre non plus. Quand j'écoute, je suis pas censé chercher à répondre. Si je suis en train de chercher une réponse, une répartie à quelque chose que je suis en train d'écouter de ce que l'autre me dit, je n'écoute plus en fait. J'entends. Et j'entends et je cherche à avoir raison en répondant quelque chose. Et là, c'est plus d'écoute. L'écoute active, il y a Carl Rogers qui a énormément travaillé et étudié le sujet et qui a proposé un concept des grands principes en fait de ce qu'est l'écoute active. Alors, il l'a établi pour les professionnels, les thérapeutes et de l'accompagnement et de l'écoute et de l'accueil, mais je trouve que c'est valable pour tout le monde en fait, parce que quelque part, écouter, c'est soigner. Quand j'écoute ma femme, quand j'écoute mon mari, quand j'écoute mon enfant, quand j'écoute mon parent, je soigne la relation. Je, 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 je mets de la sécurité et je mets de la douceur, de la tendresse et de l'envie dans cette relation. Euh, je sais pas si je vais vraiment dans cette direction-là, mais je dirais que je vous invite je vais pas y aller là maintenant parce que il y a d'autres sujets et que l'heure tourne vite en fait. Mais l- l'écoute active, il y a pas mal le livre de Carl Rogers sur l'écoute active est tout à fait intéressant. Il parle d'empathie, il parle de regard positif, inconditionnel. Il parle de congruence. Il parle de l'importance aussi de la reformulation quand on écoute et quand on n'est pas sûr d'avoir bien compris, c'est de reformuler. Mais je veux pas aller trop dans cette direction, sinon je pense que je vais vous perdre et que ce serait trop conceptuel. Euh, du coup, une autre. Euh, alors, quelqu'un me dit sur le chat, il y a des personnes qui ne savent pas non plus exprimer leurs besoins. Là, ça devient compliqué. Bien sûr que c'est compliqué quand dans la relation, un des deux ou les deux ne savent pas exprimer leurs besoins. Et ben, c'est là que la pause s'impose et qu'il va être nécessaire peut-être
de chercher une piste, parce que est-ce que c'est négociable pour vous que l'autre n'exprime pas ses besoins? Et est-ce que vous pouvez vivre jusqu'à la fin de vos jours dans ces conditions-là? Si oui, bah, ok, pourquoi pas. Si vous êtes épanoui comme ça et que vous trouvez d'autres moyens. Maintenant, si cela est douloureux, oppressant, énergivore pour vous, voire épuisant, voire euh, angoissant, ou pire, douloureux, à ce moment-là, je crois qu'il va y avoir quelque chose à chercher, une piste, et peut-être demander de l'aide pour trouver cette piste. Si les deux parties ne veulent pas avoir d'aide, on peut déjà faire quelque chose d'un côté, sur une des deux parties. On peut déjà, quand on change déjà une manière de faire à un bout de la relation, forcément, ça a un impact de l'autre côté, même si l'autre ne s'est pas pris en charge ou pris en main. Donc, c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que si les deux ont envie de faire cette démarche ensemble. Mais c'est possible de faire bouger le système, peut-être jusqu'à ce qu'il y ait un espace où les deux pourront se mettre leur énergie en commun pour ce changement. Euh, une autre question était, quelle est la bonne place? Et l'équilibre et la place de chacun. Et en effet, alors j'ai fait toute une conférence juste sur la place de chacun dans la famille. Donc je vais pas aller très loin dans cette énergie-là, mais en fait, je dirais que en effet, l'équilibre va être énormément impacté par la place de chacun, puisque sur ce plateau, quand quelqu'un va bouger et changer de place, ça va forcément faire changer l'équilibre du système. Donc, quelle est la bonne place? Ma première réflexion, c'est de dire il n'y a pas de bonne place. Mais plutôt, la question à se poser, euh, c'est à quelle place je crois être moi, à quelle place j'aimerais être, à quelle place je suis vraiment, parce que entre ce que je crois et ce que j'aimerais, peut-être que je suis pas là du tout. Euh, et euh, et j'ai envie de dire pareil pour l'autre personne dans la relation, dans le système familial. À quelle place est mon enfant quand il s'adresse à moi comme ça? À quelle place est mon mari ou ma femme quand il s'adresse comme ça, quand il s'exprime de cette façon? Quand je dis à quelle place, je pars un petit peu je pars en fait des bases de l'analyse transactionnelle. Et donc, c'est un petit peu comme si vous pouviez imaginer que vous êtes, vous savez, on dit souvent, il y a les petites voix là qui sont là, l'ange et le démon, ou ce genre de choses. Mais imaginez que autour de votre corps physique, euh, peut-être même ici, là, autour de votre, au-dessus de vos épaules, il y a plein de petits personnages qui sont des facettes de vous, des parties de vous, des parties de vous qui racontent votre histoire. Euh, et dans ces parties de vous, il y a des références, en fait, des références d'enfants, des références de parents, d'enfants que vous avez été peut-être, d'enfants que vous êtes peut-être, des références de parents que vous avez eus, des parents que vos parents ont eus. Euh, et Et au milieu de tout ça, l'espèce d'adulte qui cherche à trouver une issue, un équilibre, un espace de négociation, ou un espace de responsabilité pour trouver d'autres pistes. C'est toutes ces petites parties, ces petites facettes, ces parts de nous, ne sont pas si petites que ça d'ailleurs. Ces parts de nous, elles nous parlent, elles nous envoient des informations en temps réel et elles parlent à l'intérieur de nous. Et des fois, elles prennent le commandement. Des fois, c'est l'enfant soumis qui prend,
qui prend la direction. Et là, cet enfant soumis, il va s'écraser, il va s'écrabouiller, il va se taire, il va peut-être fondre, disparaître. Des fois, c'est l'enfant rebelle qui va prendre tout l'espace à un moment donné. Si c'est un enfant de 5 ans, ça, c'est une chose. Si c'est un enfant de 15 ans, c'est pas le même enfant rebelle qui va s'exprimer. Quelle place il va prendre à ce moment-là? Et ça se voit, en fait. Ça se sent. Quelle est la part de moi qui est en train de s'exprimer? Est-ce que je me comporte comme un enfant? Des fois, j'entends des couples qui me disent, en fait, j'ai l'impression que mon mari, c'est mon troisième enfant. Ok. Bon, ben, c'est une manière de dire, ben, en fait, là, peut-être que votre mari est à une place qui vous évoque une place d'enfant, d'adolescent, je sais pas. Et ça peut être quelquefois forcément dans l'autre sens. Euh, on a énormément de places différentes et on n'est pas toujours dans la même place. Heureusement, ce serait pathologique en fait. Si on était bloqué dans une seule place, si on n'avait pas toutes ces facettes qui s'expriment, ce serait vraiment dangereux. Imaginez qu'il y ait que l'adolescent rebelle qui s'exprime en moi, ou que le parent tout puissant qui commande et qui laisse aucune place, qui serait dictateur, hein, qui s'exprime tout le temps, ce serait l'horreur en fait. Ou le parent, imaginez que en moi, le parent nourricier, la maman nourricière s'exprime tout le temps. Et la maman nourricière qui nourrit, qui protège et qui surprotège et qui est toujours là à protéger, à surprotéger et qui s'oublie complètement et qui est juste là à protéger, à surprotéger et à protéger encore et à surprotéger. Vous imaginez si c'était que cette facette de la personne qui s'exprime. Ce serait terrible en fait. Donc dans toutes ces facettes, il y a à un moment donné quelqu'un qui s'exprime. Qui en vous parle à ce moment-là? Et du coup, c'est ça la place, en fait. À quelle place je suis? Si je suis le père sur ce plateau et que je me comporte comme un enfant capricieux et rebelle, et que ma fille de 13 ans, elle, a été habituée, par exemple, à protéger parce que maman protège. Imaginez la place de ce tout le monde, que cet enfant de 13 ans peut-être va me protéger moi qui suis le père, alors que j'ai pas à être protégé par ma fille. En fait, les places, elles sont là. Et là, vraiment, je fais des gros raccourcis. C'est, on parle de cette situation qui évolue tout le temps et qui fait que je vais être à différentes places. Essayez de vous demander à quelle place je suis là quand je m'exprime. À mon mari, à mon fils, à ma fille, à ma femme, à ma mère, à mon père, à ma grand-mère, à mon grand-père, à mon prof, à mon patron, à quelle place je suis. Je ne suis pas nécessairement à la même place avec chacun de ces personnages. Donc la bonne place, c'est celle qui fait que vous assumez euh, toutes ces parties de vous qui jaillissent ou qui se cachent dans un tout petit trou de souris quelquefois, ou qui se figent. La bonne place, c'est que je puisse dire, si je suis le père dans le système familial, je suis le père, je suis votre père à mes enfants, je suis votre père, je suis votre papa aussi à mes enfants. Et à ma femme, que je puisse dire, je suis ton mari. Et c'est pas la même chose. Et il se peut que dans l'intimité, quelquefois, avec ma femme, je ne sois pas que son mari. Il se peut qu'à un moment donné, je puisse être un petit garçon et que j'ai besoin à ce moment-là que ma femme soit un peu comme une maman réconfortante. Et il se peut qu'à certains moments, ma femme ait besoin des bras réconfortants ou de l'épaule réconfortante et sécurisante de l'homme que je suis, mais du papa aussi que je peux être à ce moment-là. Tant que je ne reste pas le papa tout le temps,
c'est OK et c'est nécessaire que je bouge dans toutes ces places et que je puisse aussi sentir que des fois, le petit garçon a besoin d'être rassuré, même si j'ai 50 ans et que je fais 90 kilos. Donc, quelle est la bonne place? C'est celle qui va être la plus juste dans le système pour résoudre ou pour aborder ce qui est en train d'être abordé dans l'instant. En fait, ma place va changer tout le temps. Et ça mériterait vraiment qu'on puisse l'évoquer de manière particulière, parce que là, ça part de votre système familial, de votre construction à vous, de comment vous avez grandi, à quelle place vous avez été en tant que petit garçon, petite fille, avec papa, avec maman, avec votre grand frère, votre petite sœur, votre grande sœur, votre petit frère, comment vous avez vécu cet espace-là. Est-ce que vous étiez euh, dans la protection de toute la famille? Est-ce que vous étiez le vilain petit canard de la famille? Est-ce que vous étiez vous vous sentiez humilié ou plutôt tout puissant? En fait, tout ça va impacter le, le, le plateau de billes, on va dire, du système familial aujourd'hui. C'est flou, j'essaie d'être concret et en même temps d'aller à être le plus succinct possible. Et il y avait encore deux questions qui étaient comment lâcher prise vraiment. Donc lâcher prise vraiment, euh, il y avait le vraiment et j'ai mis le vraiment entre guillemets parce que en fait, encore une fois, ça mériterait un sujet à part entière. Peut-être qu'on aura d'autres occasions de le faire, mais lâcher prise, ça sert à tenir bon. Donc la question est, vu que lâcher prise, ça sert à tenir bon. Euh, En gros, c'est si je suis accroché ici et accroché ici, et que je veux aller par là, dans cette direction-là, je vais devoir lâcher ça ici pour pouvoir aller dans cette direction. Lâcher prise, ça sert à aller là où vous désirez vraiment aller. Mais tenir bon pour aller où, avec qui, comment, qu'est-ce qui vous retient, qu'est-ce qui vous empêche de lâcher prise, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez peut-être écartelé et que vous êtes empêché de lâcher prise? Quelle est la loyauté qui vous prive, qui vous empêche de lâcher un côté pour aller vers un autre? Quelle est peut-être la peur qui s'agite à l'intérieur de vous? C'est toutes ces questions-là qui vont être à, à, à évoquer de manière individuelle pour pouvoir décortiquer avec tout l'amour du monde euh, la, la nécessité et la mettre de la conscience en fait sur ce que je vais avoir à laisser partir, quel deuil je vais avoir à faire pour pouvoir renaître là où je désire aller. Et j'ai envie de dire à suivre. Posez vos questions ou voyez avec Karen comment aborder ce sujet-là, avoir du soutien, c'est et chercher de l'aide si vous sentez coincé quelque part et écartelé ou écrabouillé. Euh, la dernière question, c'était comment sortir de la culpabilité. Donc encore une fois, grand sujet et euh, je vais pas trop m'étaler là-dessus maintenant, mais la culpabilité, encore une fois, la question qui me vient, c'est d'où vient la culpabilité? D'où vient cette culpabilité déjà? D'où vient ce manque de confiance? D'où vient cette flagellation là, que je vais me porter? Et et, et d'où ça vient et ensuite comment je vais pouvoir
transformer cette culpabilité en responsabilité. Comment je vais pouvoir transformer cette faute ou ce sentiment-là de violent, de culpabilité en OK, je suis responsable de certaines choses et pas de tout. Je vais reconnaître ma responsabilité et je vais assumer ma responsabilité en me disant que j'ai le droit aussi de me tromper et que je suis, je sais en fait apprendre à faire de mes erreurs de futures réussites. Pour sortir de la culpabilité, c'est apprendre à croire. Et là, c'est vraiment une spirale vicieuse en tant que telle, hein. On n'est plus là dans l'équilibre en famille seulement, on est dans notre équilibre personnel. Et forcément, là, notre équilibre personnel va porter atteinte à l'équilibre du système. Donc, si j'accepte de me tromper, si j'accepte de reconnaître mes erreurs et d'assumer ma part de responsabilité et d'avoir envie d'avancer et de transformer ça, je vais apprendre en fait de ces erreurs-là. Je vais euh, faire de ces erreurs de futures réussites. C'est la piste vers laquelle j'aurais envie de vous emmener si vous étiez avec moi, en tout cas en présence, en consultation. Et reconnaître ma part de responsabilité, c'est me permettre de la regarder en face et du coup d'agir dessus. Et agir dessus quand je suis dans un conflit et dans une situation de crise dans le plateau de billes du système familial, eh bien, on a bouclé la boucle, c'est-à-dire que là, on revient à agir sur ma part de responsabilité quand je suis dans un cercle vicieux qui m'emmène moi et le système familial vers quelque chose de douloureux et qui fait sombrer le système. Eh bien, je reviens au tout début de nos échanges, de cette vidéoconférence. C'est commençons par arrêter, faire une pause, arrêter ce cercle vicieux, arrêter cette culpabilité. C'est de nouveau, je fais une pause et je reviens au début et vous pouvez reprendre du début et vous allez voir que ça fait un cercle vertueux qui va faire que je vais accepter juste d'utiliser les mêmes outils avec moi pour pouvoir ensuite participer participer, c'est faire ma part dans le plateau de billes du système familial. Voilà ce que m'a évoqué vos questions et ce sujet-là pour faire 60 minutes euh, d'un sujet qui est tellement vaste et tellement riche et excitant à la fois. Karen? Oui, j'arrive. Ben, merci à toi d'avoir déjà répondu aux questions des personnes et adapté ton intervention. Effectivement, c'est un vaste sujet et comme on l'avait déjà dit la dernière fois, il y a quand on est en groupe, les échanges sont plus simples et pour toi, c'est plus simple de rebondir sur les exemples qui sont cités ou des cas concrets. Là, tu le fais de manière bah, livresque, tout seul, face à des écrans, sans intervention, ou alors bon, t'écris quelques petites choses dans le chat, mais c'est vrai que c'est plus compliqué d'écrire au moment où tu parles que de te couper, dans un échange,
physique en fait en présentiel. Donc là, en 2024, c'est pour ça que je reprévois des temps en vrai avec des vraies séances. Là, il y a Marie-Claude qui nous a rejoint, donc je pense qu'elle va être contente parce Super. qu'effectivement, voilà, ça sera très enfin, c'est bien d'avoir ces temps d'échange, d'informations, on va dire, où tu es quand même, assez, expérimentée pour, faire le lien avec, des cas concrets que tu as l'habitude de voir, d'entendre dans tes soit dans tes accompagnements ou tes séances collectives. Donc ça te permet de cibler le besoin, des personnes. Mais, c'est sûr que c'est une autre dimension, quand c'est, en visio et mais tout aussi, enrichissant de toute façon. Toujours, à chaque fois. Donc En tout cas, merci Michel. avec plaisir, c'est vraiment un privilège. Je suis plein de reconnaissance pour ce chemin-là que tu te permets de faire avec toi, avec le centre social, avec vous qui êtes là, avec ceux qui ont visionné cette vidéo. C'est vraiment un cadeau pour moi que de pouvoir échanger. Encore une fois, j'ai pas la prétention d'avoir la vérité, la science infuse et une réponse toute faite. On parle d'être humain et de relations et qu'est-ce qu'il y a de plus subtil et unique que cela. Donc, je suis plein de gratitude déjà de pouvoir vous transmettre ça et plein de gratitude envers ceux qui m'ont inspiré, qui m'ont transmis ça aussi euh, il y a quelques années maintenant. Je vous souhaite une belle soirée et à bientôt. À bientôt Michel et puis, ben, voilà, un programme à reconstruire pour cette nouvelle année 2024. Là, c'était notre dernière, séance, sur cette thématique, mieux communiquer, en famille et donc on va, réfléchir avec Michel à la programmation, 2024, sur, soit des thématiques, soit on va rester sur du mieux communiquer en famille et puis proposer, des séances, en présentiel et puis en visio. Qu'est-ce que tu en penses, Michel? Excellente idée. Je suis favorable à plein de tentatives et puis avec toi, je veux bien me lancer dans des trucs que j'ai jamais fait. Donc, D'accord, super. Bon, bah, c'est bien, on va se tenir la main et on va y aller ensemble. à bientôt.